Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un personnage né de l'imagination de Everett de Roche, un scénariste australien auquel le cinéma de genre doit beaucoup, puisqu'il a signé les scénarios de Long Weekend, Patrick, Déviation mortelle, Link ou encore Razorback. Mais le film sur lequel j'attire votre attention s'éloigne de l'outback australien et de ses menaces sauvages pour insuffler un argument fantastique dans une intrigue de thriller politique. Ce film, c'est Harlequin, réalisé par Simon Windsor et sorti en salle en 1980. A top politician disappears without trace. An accident or assassination? Mommy! A dying child recovers without reason. To die? To rot? A miracle or fraud? Only the Harlequin knows the answer. In old Italian comedy, the Harlequin couldn't be seen by other characters, only by members of the audience. It's moved. The senator fears him. The woman loves him. The manipulator wants to destroy him. Le film s'ouvre sur la mort énigmatique du gouverneur d'une province australienne, survenue lors d'un accident de pêche sous-marine. Parmi ses successeurs potentiels, on compte le sénateur Nick Rust, dont la carrière politique lui sert de prétexte pour fuir son foyer, où son fils Alex est de plus en plus affaibli par une leucémie. Le jour de l'anniversaire d'Alex, qui risque fort d'être le dernier, le sénateur Rust est une fois de plus absent, et un clown tente tous les tours et les facéties à sa disposition pour redonner le sourire à l'enfant malade. Il réussit enfin son effet en faisant croire qu'il vient de provoquer l'orage écourtant la fête. Le fantastique n'est pas encore ouvertement installé dans le récit, mais cet orage apporte déjà une impression d'étrangeté, d'autant plus qu'un plan sur un oiseau mort flottant dans la piscine de la villa augure des puissances surnaturelles qui vont bientôt œuvrer dans le foyer de la famille Rast. L'oiseau a-t-il été foudroyé par un éclair surgi comme par enchantement? La magie dont le clown a fait montre en provoquant cet orage porte-t-elle donc à conséquence? Et dans ce cas, qui sera la prochaine victime? Le prochain cadavre qui remontera à la surface une fois que le tour de magie final sera accompli. Can you help him? It's already done. Oh, this is absurd. Preposterous. Son's dying. He's not even sick. He's dying. Get up, Alex! Can't get up. Come on, Alex, of course you can. Come on, say Stop it. To die. To rot. Le film s'enfonce un peu plus dans le surnaturel quand le clown revient à la villa, cette fois-ci pour guérir l'enfant agonisant, juste après que son père a prononcé la phrase « Tout ce qui est humainement possible a été fait ». Si tout ce qui est de l'ordre du naturel ne peut rien pour Alex, alors seul le mystérieux guérisseur peut permettre à l'enfant de recouvrer miraculeusement la santé. Miraculeusement, c'est bien le mot, mais qui est véritablement le responsable de ce miracle? Tout cela ne serait qu'une farce sinistre, une escroquerie, un événement si incongru qu'il ne peut pas totalement appartenir à la réalité? Quand le guérisseur était encore affublé d'un costume de clown, ses pitreries et ses tours d'illusionniste étaient mises en parallèle par un montage alterné avec les mensonges et la langue de bois que le sénateur Rust dispensait à des journalistes. Doit-on renvoyer dos à dos les deux numéros de comédiens, les deux simulacres de réalité? À cet instant du récit, la question reste ouverte, et au moment où Alex se retrouve miraculeusement debout, un coucou jaillit d'une horloge comme pour entretenir notre doute. Cet élément amusant dans ce décor enfantin fait brusquement retomber la pression du monde des adultes et paraît aussi déplacé dans la gravité du moment que le ballon que le magicien fait exploser pour laisser place à une rose. I know nothing about politics, Senator. But I do know about magic. And I know there are powers at work in the universe. To those higher powers, the dematerialization of a given target would be child's play. Le monde des adultes ne peut pas entrer aussi facilement dans le jeu fantasque du magicien, et la guérison d'Alex est aussitôt suivie d'un écran d'ordinateur au fond noir et sévère, faisant défiler d'une écriture verte inquiétante les informations succinctes dont dispose l'entourage du sénateur concernant le prodigieux inconnu, et dont l'esthétique austère et déshumanisée nous ramène sans ménagement dans le thriller politique. Son identité, son passé, l'étendue de ses pouvoirs restent somme toute un mystère, mais on peut au moins le nommer comme s'il appartenait au commun des mortels.
Gregory Wolfe est pourtant un personnage singulier auquel l'acteur Robert Powell apporte son regard bleu magnétique, menaçant à tout moment de nous faire passer de la fascination à l'inquiétude. Powell, qui avait joué Jésus pour Zeffirelli 3 ans plus tôt, garde une partie de son aura messianique tout en le corrompant de nuances et d'aspérité. Clown muet, figure angoissante aux yeux des amateurs de cinéma fantastique, puis gourou futuriste à la Raël, hippie survivant des années 70, prestidigitateur vêtu de cuir noir qu'on croirait échappé de Las Vegas, et finalement Harlequin, paré des losanges multicolores comme l'archétype de la commedia dell'arte. Chaque costume de Gregory est l'expression d'une représentation sociale outrancière, aux limites du grotesque, dénonçant les apparences trompeuses de la haute société à laquelle appartient la famille Rust. There is the edge. Only the wind separates you from the rocks. What do you feel? Death! Again! I feel death. Le rôle de Gregory Wolfe ne s'arrête donc pas à celui de guérisseur, et son influence dans le foyer de la famille Rust ne fera que croître au fil du récit. Ami et substitut paternel pour Alex, amant et refuge affectif pour Sandra, la femme du sénateur, Gregory nous paraît tour à tour inquiétant et sympathique, nous amenant à nous demander si son attitude est intéressée ou motivée par des intentions malveillantes. On redoute tantôt le mal qu'il pourrait faire à Alex, d'autant plus si on choisit de le considérer comme une véritable menace surnaturelle, responsable du sort horrible de la domestique de la famille, avant qu'une scène ne contredise cette impression en nous laissant croire à son attachement sincère à Alex. Une ambiguïté entretenue jusqu'à la fin du film, puisque Sandra et Alex sont évacués du récit pour que Gregory n'apparaisse en menace uniquement pour le sénateur Rust, pour lequel notre empathie est des plus relatives. Dans une confrontation finale basculant dans le home invasion, les facultés de Wolfe laissent peu de place au doute quant à sa nature paranormale, voire démoniaque. Mais le monde qu'il vient chahuter, le décor familier de Nick Rust, est devenu sombre, irrationnel et peut-être plus maléfique encore que Gregory, qui devrait pourtant occuper la place claire et nette d'antagoniste. I think I know who you are and what you want. Oh, To Alex, you're his playmate and mentor, so you assume that role. To Nicky, you're an itch you can't scratch. To Berger, a security risk. To Alice, the mysterious guest. You're different things to different people, and you play each role separately. The thundering faith healer, the political innocent, the parlor magician. Charlatan, manipulateur ou véritable démon, Gregory Wolfe suscite chez nous, spectateurs, des questions proches de celles alimentant les théories du complot et la méfiance envers les dirigeants politiques. Quelle puissance occulte a pris la forme de cet harlequin? Quelle est l'étendue de ses pouvoirs? Est-il l'agent ou l'instigateur? De manière hyperbolique, le fantastique sert ici de chambre d'écho à la paranoïa du thriller politique. Certes, l'être surnaturel vient perturber le monde politique, quasi mafieux du sénateur Rust, brouiller ses repères en détraquant les montres, les horloges, les symboles du temps que les hommes de pouvoir croient maîtriser. Mais il est lui-même menacé par cette autorité supérieure, œuvrant dans l'ombre, aux commandes de cet ordinateur aux sentences incontestables, derrière l'objectif d'un appareil photo ou la lunette d'un fusil, observant, presque omniscient, sans être vu, sans être identifié par les citoyens. Et au final, ce n'est pas un hasard si ce sont des enfants qui retrouvent le cadavre que cette mafia a laissé derrière elle, car tôt ou tard, l'enfance, l'innocence, le monde des rêves et des belles illusions se retrouvent fatalement confrontés aux cadavres dans les placards des adultes. Why do you have to go, Gregory? Angels live forever, Alex. Falling stars spend all their power at once. Burn out. Why do you have to die? Because that's the way it always happens. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!